Le film du jour est étrange. Il est étrange parce que j'ai l'impression que tout le monde l'a vu mais que personne s'en souvient. Pourtant, dès qu'on commence à décrire le film, la réaction des gens c'est généralement un «Ah ouais, c'est vrai» ou un «Putain mais oui, il était cool ce film». Encore une preuve que la France est incapable de faire de la pub à son propre cinéma d'animation, ou est-ce que c'était peut-être un film un peu trop dur pour les enfants que nous étions? Peut-être que le film n'est au final pas si bon que ça, ou peut-être qu'il fait partie de ces pépites cachées que nous ne parvenons pas à appréhender correctement. Aujourd'hui, on tire ça au clair en étudiant le grand écart mortifère des enfants de la pluie. Sorti en 2003, réalisé par Philippe Leclerc sur une adaptation plutôt libre de ce que j'ai compris du livre À l'image du dragon de Serge Brussolo. Les Enfants de la pluie est un film franco-sudo-coréano prenant place dans un univers qui nous est présenté comme étant assez spécial. Nous avons donc deux espèces bien distinctes, les Pyros et les Hydros, vivant sur un monde qui est étrangement extrêmement inhospitalier aux deux races. Le film commence par visiblement une exécution d'un jeune par des étranges chevaliers. Et ouais quoi, ça commence bien pour un film pour enfants. Direct là, le film il commence à me plaire. Au moins il pose des enjeux et des menaces. Bon, par contre, faudra juste pas non plus traumer les gosses avec une mort trop violente, hein. Ok, bon, on oublie ce que j'ai dit, hein. Bref, on nous présente notre héros, Juba, un jeune Pyros qui rêve de devenir chevalier pour aller combattre les Hydros qui ne cessent de leur envoyer des dragons les chasser lors de la saison des pluies. Sauf que la mère de notre héros approuve de moins en moins la croisade que leur grand chef Raza a lancée depuis tant d'années. Ah, et au passage, Raza ressemble putain de terriblement à Néocortex. En tout cas, elle harangue la foule alors que celui-ci est en pleine célébration du retour de croisade et tient un discours de fanatique religieux en appelant à la mort de leurs ennemis. Donc très étonnamment, la tentative de discours de paix à une foule chauffée à blanc marche moyennement bien et elle se fait arrêter pour avoir demandé pourquoi les écuyers ne revenaient jamais et pourquoi l'on ne voyait jamais d'Hydros. C'est toi qui parles de honte, Raza? Toi qui nous voles nos enfants dès le plus jeune âge et qui les endoctrine pour les conduire le moment venu à l'abattoir? Du coup, elle se fait exécuter par Néocortex en faisant passer sa mort pour une attaque de dragon. Et on est parti pour suivre la quête de savoir, de vengeance et d'amour de notre jeune héros qui va, sous le rôle d'écuyer, apprendre la vérité sur cette guerre. Et là, je vais arrêter mon résumé global pour quand même vous donner envie de voir le tout, même si je sais déjà que là, vous devez à peu près avoir deviné la fin du film. Peut-être pas dans tous les détails, mais certainement les grandes lignes. Et c'est là le plus gros problème du film, clairement tout est prévisible et surtout le scénario n'offre aucune surprise. On s'attend à ce que les choses se finissent d'une certaine manière et elles se finissent de cette exacte même manière. Du coup, au-delà de tout suspense qui est inexistant, il faut dire aussi que le film n'est pas si passionnant que ça à regarder. Il est ultra intéressant sur bien des points, mais clairement le scénario est sa plus grosse béquille, et pour un film qui en plus est relativement court, c'est extrêmement dommageable. Mais parlons déjà de ce que le film fait de bien. Déjà, c'est beau. Alors oui, ça a un peu vieilli, je vous le cache pas, mais les environnements sont vraiment originaux et savent bien jouer entre le bleu et le rouge, ce qui donne des mix vraiment cool. Sans parler de toute la séquence Voyage dans le désert qui propose des plans vraiment bien travaillés, dont certains me rappellent beaucoup Laurence d'Arabie d'ailleurs. Pareil, la cité des Hydros, elle est vraiment très belle, et j'aime bien la manière dont la ville change totalement de visage entre la saison sèche et la saison humide. Pareil pour le design des personnages, qui est très sympa. Non, vraiment, visuellement, le film n'a strictement rien à prouver, c'est vraiment tout à fait honorable pour l'époque, et ça n'abuse pas de la 3D balbutiante de cette même époque qui était absolument dégueulasse. Donc c'est tout bénef. Pareil, les acteurs font un très bon taf et donnent parfaitement vie aux personnages, sans parler de la musique, qui est presque pour moi la plus grande qualité du film. Sans rire, c'est une tuerie absolue, il faut absolument que vous écoutiez ce truc. Chaque thème est plus beau que le précédent, et la dichotomie entre le feu et l'eau est vraiment bien travaillée. Les Pyros sont accompagnés par une musique mêlant sacré et tonalité militaire, alors que les Hydros ont un rythme très étrange dans leur musique. Quelque chose de très changeant, mais qui tique vraiment à l'oreille et qui leur donne une vraie identité sonore.
Et bien sûr, la plus grande qualité du film reste la rencontre entre le jeune Pyros et la jeune Hydros et les questionnements qu'ils vont développer par ça. Mais je me dois de préciser que c'est le fait qu'ils se rencontrent qui est intéressant, pas leurs relations et leurs interactions qui sont extrêmement faibles, mais ça j'en parlerai plus tard. Bon, par contre, cette scène de la rencontre qui suit directement l'apprentissage de la vérité de cette guerre et de ce conflit par notre héros, bah c'est clairement la meilleure scène du film, ou tout du moins la plus importante. Donc si vous n'avez pas vu le film, je ne peux que vous dire au revoir et à tout à l'heure, parce que tout mon développement se base sur cette scène. Donc, comme tout le monde l'avait vu venir, les Hydros ne sont pas du tout un peuple guerrier, mais bien au contraire, des espèces d'esthètes qui se transforment en pierre quand le soleil arrive. Ainsi, ils se cachent au milieu des dizaines de statues qu'ils taillent à la saison des pluies. Du coup, les Pyros, qui sont en fait là pour ramasser les pierres soleil présentes dans le cœur des Hydros, ne font rien de moins que les faire exploser pour en récupérer le précieux minerai. Et genre, mais c'est horrible! Entre ça et le mec dissous du début, mais paye ton trauma. Le pire, c'est que ces scènes sont terriblement silencieuses. Le seul son qui parvient à nos oreilles, c'est celui des autres explosions qui ravagent la ville. Le côté exécution de gens sans défense est absolument horrible quand tu as bien la confirmation que chaque explosion égale une mort. En vérité, cette scène, elle est terrifiante, surtout quand t'apprends ça derrière. Même quand nous sommes pétrifiés, nous entendons tout. Mais c'est monstrueux. Oui, nous entendons la mort arriver avec les pas lourds de vos chevaliers. Nous la regardons en face, totalement impuissants. Vous imaginez juste l'horreur de la situation pour eux? Et c'est ça la plus grande force de ce film, même si son scénario est extrêmement prévisible, il parvient à te présenter un visage de la guerre qui est extrêmement dur et qui pourrait même faire écho à des conflits plus que récents. Non, parce que bombarder des populations innocentes pour récupérer une ressource rare sous le commandement d'une élite qui ne cherche qu'à s'enrichir et en utilisant de faux attentats et un prétexte religieux pour partir en guerre, ça rappelle quand même énormément de choses. Je rappelle qu'à l'époque, on est en 2003, on est en plein milieu de la guerre en Irak, le monde entier ne parle que de ça et c'est évident que le film en fait une critique. Et quand tu prends le film sous cet axe, bah tu te rends compte de deux choses. Déjà, le film semble clairement avoir le cul entre deux chaises, vu que les événements que je viens de vous présenter, bah ils n'ont au final que très peu d'impact sur la résolution finale du film. Et ensuite que les métaphores c'est très bien, mais il faut de 1, pas les abandonner en cours de route, comme cela est fait, et que je ne pense pas que les gamins que nous étions ont compris à l'époque quoi que ce soit au sous-texte, alors que c'est quand même le truc le mieux écrit du film. Par contre, la situation, elle apporte vraiment son lot d'incohérence à l'univers. Je veux dire, les Hydros, ou ils sont fanatiquement pacifistes, ou ils sont simplement cons, parce qu'à ce level, c'est quand même grave. Déjà, le coup de la fin, de tout est pardonné, et en plus on vous donne les pierres de nos ancêtres en guise de bonne foi. Bonne foi de quoi? Vous avez ni lancé la guerre, ni même répliqué, c'est pas un gage de bonne foi ça, c'est du racket. Ou à minima une vassalité. Et puis votre idée de vous cacher au milieu des statues, c'est une très bonne idée, sauf que visiblement c'est cramé, donc il faudrait penser à autre chose. Genre, je sais pas, vous planquer sous terre, ça vous éviterait de vous faire avoir par la même ruse à toutes les saisons, et puis en plus vous serez réveillé. Bon, par contre, à côté de ça, la situation au sein de la patrie des Pyros, elle est vraiment intéressante, avec le méchant qui pète un câble suite à la mort de son fils, en offrant aux jeunes enfants que nous étions de nouvelles raisons de faire des cauchemars la nuit. Les tortures, les exécutions, ils rêvent d'une guerre totale. Et avant de vous offrir ma conclusion sur ce film, je tiens vraiment à traiter son dernier point négatif. Oui, je sais que j'ai l'air de m'acharner, mais en vrai non. Et c'est bien la relation entre nos deux tourtereaux. Alors oui, au niveau du symbole, c'est classique, mais c'est intéressant. Les deux ennemis qui mettent au-delà leurs différences pour s'aimer d'un amour qui transcende les races, d'autant que visiblement, ils ne peuvent même pas se toucher, donc c'est vraiment très très fort. Eh bah au final c'est vide. Non, sans rire, c'est extrêmement vide, il y a rien entre eux. Le film passe tellement de temps à présenter son univers et ses personnages qu'il n'y a plus le temps pour développer leur relation. Et je suis désolé, mais comme je vous ai dit, pour un amour qui est censé transcender la guerre et même leur être propre, eh bah ils ont vraiment pas beaucoup d'interaction. Outre le fait qu'ils la trouvent belle et vice versa, bah leur relation c'est une page blanche. Du coup ça fait presque forcé tellement c'est facile de les voir finir ensemble. Je veux bien que l'histoire se donne un ton mythologique, mais c'est pas une raison. Vraiment, t'en viens à te demander pourquoi elle est sur l'affiche. Parce qu'elle sert à rien. Même l'impulsion d'aller libérer les Pyros de la tyrannie de Raza, elle vient pas des Hydros, mais directement de Pyros exilés, dont j'aime beaucoup le nom au passage. Ils préfèrent se donner le nom d'insoumis.
Les scènes d'action, bien que rares, sont sympathiques, même si peu dynamiques, et le grand méchant a un design que j'aime beaucoup tout en ayant une mort bien trash. Mais reste que bah oui, le retournement final, tu le vois venir à des kilomètres à la ronde. Donc au final, qu'est-ce qu'il vaut ce film? Est-ce que c'est une pépite? Pour moi, oui. Mais c'est très loin d'être une pépite d'or. C'est un très bon film visuellement, et au niveau de son univers, ça c'est sûr. Mais il se plante tout de même sur de trop nombreux points. Le scénario est prévisible, l'univers manque parfois de cohérence, ce qui est un comble vu le temps passé à le présenter. Et surtout, le film pose des thématiques ultra intéressantes, mais les abandonne totalement en cours de route, pour embrayer sur une histoire mythologique bien moins intéressante, tout du moins au niveau de ses thématiques. Le film oublie ses personnages et sa guerre pour se concentrer sur la libération des Pyros alors qu'il y avait tant mieux à faire. Mais à côté, quand le film explore ces thématiques dures, eh ben il le fait sans concession, comme elles doivent être traitées. C'est pas pour rien si tout le monde a oublié le scénario de ce film, mais a été traumatisé par l'exécution du début, ainsi que par la scène des bombes. Donc non, je vais pas vous dire que Les Enfants de la Pluie est un chef-d'œuvre d'animation, mais c'est tout de même extrêmement qualitatif, une fois que l'on a pris conscience de ses problèmes inhérents. C'est un film qui pince un peu le cœur, car il avait le potentiel de devenir vraiment culte plutôt qu'un vague souvenir imprécis. C'est son grand écart qui tue ce film. Il aurait été à fond dans l'un ou l'autre de ses choix, ça aurait été parfait. À fond dans la mythologie qui aurait pu nous offrir une histoire inspirée des grandes tragédies grecques et nous faire une grande saga d'amour interdit, ou alors à fond sur le commentaire sur notre monde qui aurait pu en faire une très bonne allégorie dont le message serait toujours valable au fil des ans. Au lieu de ça, Les Enfants de la Pluie reste un bon film mais qui ne parvient à briller nulle part. Un film moyen mais qui parvient à laisser de vrais bons souvenirs. Un film qui nous apprend à ne pas trop dériver de ses thématiques dans une œuvre aussi courte et que de structurer son histoire pour qu'elle transmette un message en particulier demande d'aller profondément dans le sujet, au lieu de le survoler superficiellement pour ensuite passer à autre chose. Mais tout de même, un film qu'au final je vous conseille de voir pour vous faire votre propre avis. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut!